Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo. Les jambes croisées pour révéler un infime soupçon de genou sous sa jupe en soie blanche. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque, mais il est évident que tout ce que porte Nina Winchester est douloureusement cher. Son chemisier crème me donne envie de tendre la main pour toucher le tissu. Inutile de dire qu'un geste pareil anéantirait toutes mes chances d'être embauchée. Pour être honnête, je n'ai aucune chance d'être embauchée de toute façon. Eh bien, je commence, choisissant soigneusement mes mots, car en dépit des rejets à répétition, j'y crois encore. J'ai grandi à Brooklyn. J'ai exercé beaucoup d'emplois de ménage, comme vous pouvez le voir sur mon CV. Mon CV soigneusement adapté. Et j'adore les enfants. Et aussi, je jette un coup d'œil à la ronde, à la recherche d'un jouet à mâcher pour chien ou d'une litière pour chat. J'aime aussi les animaux de compagnie. Chapitre 1. Millie. 3 mois plus tôt. Après 1 heure de récurage, la cuisine d'Amber Degro est quasi immaculée. Étant donné que, d'après ce que j'en vois, Amber prend presque tous ses repas dans des restaurants du quartier, j'ai l'impression que mes efforts sont un peu vains. Si je devais parier, je dirais qu'elle ne sait même pas allumer son four ultra sophistiqué. Elle a une immense cuisine équipée d'un tas d'appareils qu'elle n'a pas dû utiliser une seule fois. Je suis prête à en mettre ma main à couper. Elle a un multicuiseur Instant Pot, un rice cooker, une friteuse air fryer et même un truc qui s'appelle un déshydrateur. Il semble quelque peu contradictoire qu'une personne utilisant 8 types de crèmes hydratantes différents possède également un déshydrateur. Mais qui suis-je pour juger? Oui, bon, d'accord, je juge un peu. Quoi qu'il en soit, j'ai soigneusement essuyé chacun de ces appareils inutilisés, nettoyé le réfrigérateur, rangé plusieurs douzaines de plats et passé la serpillière tant et si bien que le sol est assez brillant pour que j'y voie mon reflet. Il portait une casquette et des lunettes, mais le passager l'a formellement reconnu. Un témoignage d'autant plus troublant si l'on se souvient que c'est un membre de la police toulousaine qui a permis l'arrestation d'Hirtman en Autriche en 2017. Extrait de La Dépêche du 3 octobre 2022. Qui s'en est pris à Hilma et Niklas Heidinger? Le 29 septembre dernier, alerté par un fermier du voisinage, la gendarmerie de Bagnères-de-Luchon découvrait au petit matin une scène d'horreur dans un chalet de la vallée du Lys, loué par un couple de touristes allemands. Le chiot du couple pendu à la rambarde de la terrasse et le mari gisant dans une chambre au milieu d'une mare de sang, le bébé bien vivant dans son lit à barreaux. La jeune femme, elle, avait disparu. Hilma et Niklas Heidinger sont 2 touristes venus de la Sarre, ce land limitrophe de la frontière franco-allemande, pour randonner dans les Pyrénées. Ils se sont mariés l'an passé. Une veine effrayante se gonfle dans le cou d'Ethan. Non, il est devant nous. On l'a pas dépassé. Les instructions imprimées pour la maison à Westchester, gracieuseté de Judy, notre agente immobilière, serrées dans les mains, je laisse échapper un soupir de frustration. Oui, nous avons un GPS, mais le signal s'est éteint il y a environ 10 minutes. Maintenant, il ne nous reste plus que ces instructions écrites auxquelles nous fier. On se croirait revenu à l'âge de pierre. Eh bien, Ethan qui voulait quelque chose hors des sentiers battus, son souhait est en train de se réaliser. Le pire, c'est qu'il neige. Ça a commencé il y a quelques heures, au moment où nous quittions Manhattan. Quand nous sommes partis, c'était de mignons petits flocons blancs qui s'évaporaient au contact du sol. Depuis 1 heure, les flocons ont quadruplé de taille. Ils ne sont plus du tout mignons. Maintenant que nous avons quitté l'autoroute, cette route étroite moins fréquentée est glissante à cause de la neige. Et ce n'est pas comme si Ethan conduisait un pick-up. Sa BMW a de magnifiques sièges en cuir cousu main, mais seulement 2 roues motrices, et il n'est pas incroyablement doué pour conduire sur la neige non plus. En cas de dérapage, il ne saurait probablement même pas s'il faut tourner le volant dans le sens de la glissade ou l'inverse. On tourne dans le sens où on glisse, c'est ça? Dans le compost. Un jour, ce short sera découpé en lanières pour tisser un tapis. Je termine de m'habiller et balance Sid sur son lit. Il s'enfouit sous sa couverture sans demander son reste. Dans la cuisine, je me coupe une tranche de pain de maïs préparé pour mon anniversaire, largement préférable au pain noir et rassis dont on doit se contenter d'habitude.
Derrière la maison, maman est en train de brasser avec énergie des vêtements de mineur dans un chaudron fumant. Elle n'a que 35 ans, mais la vie a déjà creusé des rides profondes sur son visage. Quand elle m'aperçoit par la grande porte ouverte, elle fait une pause en s'essuyant le front. « Joyeux 16e anniversaire, j'ai fait de la compote. »« Merci, maman. » Effectivement, il y a des prunes qui mijotent dans une casserole sur le réchaud. J'en mets un peu sur mon pain avant de sortir. J'ai ramassé ces fruits dans la forêt l'autre jour, et c'est une agréable surprise de les trouver tout chauds, bien sucrés. « J'aurais besoin que tu remplisses la citerne aujourd'hui, » me prévient ma mère avant que je m'en aille. Nous avons l'eau courante à la maison, enfin, l'eau froide. Seulement, le débit est si faible que ça prend une éternité pour remplir un seau. Quelque chose de grave. Comme toujours lorsque survient une catastrophe, on ne voit rien venir. Ce lundi-là s'était donc déguisé en jour normal. Mon réveil avait sonné, je m'étais levée, j'avais pris mon petit déjeuner, céréales en mettant d'abord le lait puis les céréales, sinon on ne voit pas quelle quantité de lait on met. Je m'étais brossé les dents, coiffée, habillée, et maman m'avait conduite à l'école en voiture. Jusque-là, tout s'était passé comme d'habitude. Mon école s'appelle l'école des Pics Verts. C'est une école spéciale. On appelle une école spéciale une école où on met les enfants qui ne vont pas dans les autres écoles. J'aime mon école. C'est une toute petite école parce qu'il y a une seule classe. Elle est comme un grand pavillon en planche. Maman dit que c'est charmant. Moi, je dirais plutôt que c'est chouette. Il y a une grande entrée qui fait office de vestiaire. D'un côté, il y a la salle de classe, de l'autre, une salle de jeu. Il y a aussi une petite cuisine et juste à côté, les toilettes. Notre cour de récréation est un jardin fleuri entouré d'une barrière en bois que l'on ne doit jamais franchir, sauf si on est avec nos parents ou avec notre maîtresse, Mademoiselle Jennings. Tout autour, il y a un petit parc avec quelques jeux pour enfants et des bancs sur lesquels on peut voir de vieilles dames s'asseoir pendant que leurs petits chiens font caca. Première partie. Chapitre 1. 3 mois plus tôt. Millie. J'adore cette maison. J'aime tout dans cette maison. La cour de devant, immense, et le jardin à l'arrière, encore plus immense. Même si les deux sont couverts d'une pelouse qui tend dangereusement vers le marron. J'aime le salon, si grand que des tas de meubles y trouvent leur place au lieu d'un seul petit canapé et d'un téléviseur. J'aime les baies vitrées qui ouvrent sur le quartier, dont j'ai lu récemment dans un magazine qu'il était situé dans l'une des meilleures villes où élever un enfant. Et surtout, j'aime qu'elle soit à moi. Le 14 Locust Street m'appartient. Oui, bon, d'accord, 30 ans de remboursement bancaire et il sera vraiment à moi. En laissant courir mes doigts sur le mur de notre nouveau salon, je ne peux m'empêcher de penser à la chance que j'ai, puis d'approcher mon visage pour admirer le papier peint à fleurs fraîchement posé. « Maman embrasse encore la maison !» couine une voix derrière moi. Je m'écarte aussitôt du mur, même si ce n'est pas comme si mon fils de 9 ans m'avait surprise avec un amant secret. Je n'ai pas honte de mon amour pour cette maison. Je voudrais le crier au monde entier. Nous avons un toit-terrasse extraordinaire. J'adore cette maison. Tu ne devrais pas être en train de déballer tes affaires. Je lui lance. Les cartons et les meubles de Nico ont tous été déposés dans sa chambre. Il est donc censé les déballer, au lieu de quoi il lance et relance une balle de baseball contre le mur, mon beau mur tapissé de fleurs, et la rattrape. Nous vivons dans cette maison depuis moins de 5 minutes, et il est déjà déterminé à la détruire. Je peux le voir dans ses yeux marron foncé. Les médico-légales sont vrais, mais je les ai, bien entendu, romancés pour les rendre plus agréables à entendre que de simples rapports médico-légaux. J'ai inventé les prénoms, de même que la contextualisation de ces histoires, ou du moins la part que j'en ignore. Mais pour le reste, tout ce que vous entendrez dans ce livre audio est réel et rien n'est inventé. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, tant la réalité se suffit elle-même, tant l'imagination humaine est, vous allez l'entendre, libérée quand il s'agit de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Comment devient-on médecin légiste ?
J'imagine bien la première question qui vous vient à l'esprit, qui est sans conteste celle que l'on m'a le plus souvent posée en 30 ans de métier. Comment devient-on médecin légiste? Je vous rassure, ça ne m'a pas pris soudainement en me levant le matin. Comme pour chacun, car finalement, médecin légiste est un métier presque comme un autre, ce choix a été le résultat à la fois d'une longue réflexion, de rencontres et de l'une ou l'autre fulgurance. À 18 ans, l'âge où tout est possible, je voulais être prêtre. J'avais été élevé dans une famille catholique, j'étais catholique. Je servais la messe tous les samedis et les dimanches, et j'y faisais même les lectures et distribuais la communion avec le curé de notre paroisse. Ces facteurs doivent être adaptés au contexte de vos conversations, mais d'une manière générale, vous devez toujours faire un effort sur votre apparence et votre hygiène. Des vêtements bien ajustés, un ton de voix ouvert et léger et une bonne attitude constituent un excellent point de départ pour faire une bonne première impression. Outre les règles de base telles qu'une bonne hygiène, vous pouvez faire bien d'autres choses pour améliorer votre première impression du point de vue de vos interlocuteurs. Maintenir un bon contact visuel et une expression faciale positive. Pour certains, il peut être difficile d'établir un contact visuel direct au cours d'une conversation. Cette pratique peut varier selon les cultures. Si vous envisagez d'interagir avec des personnes de cultures différentes, essayez d'en savoir plus sur la façon dont ces cultures perçoivent les bonnes manières. Presque toutes les cultures du monde reconnaissent l'importance d'un bon sourire. Sourire régulièrement lorsque vous parlez est un excellent moyen de montrer à vos interlocuteurs que vous vous intéressez à la conversation. Parlez calmement et avec assurance. Parfois, la nervosité et l'anxiété se manifestent par un discours rapide et pressé. Si vous avez déjà été confronté à ce type de conversation, vous savez que ce n'est pas la meilleure façon d'engager une conversation. Plutôt que d'essayer de faire passer vos idées le plus rapidement possible, essayez de ralentir la vitesse de votre discours. Ou d'adaptation pour le cinéma ou la télé, et je lui lisais scrupuleusement toutes les demandes d'interview depuis qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Il disait toujours non, y compris à la proposition de Ruth Crawford. Adresse-lui la réponse standard, Marc. Je suis flatté, mais non merci. Je le vis hésiter cependant, car c'était un peu différent cette fois. Crawford voulait écrire un article sur mon père et son très vieil ami David Butch Laverdière, qui était mort en 2019. Papa et moi avions affrété un Gulfstream pour assister à son enterrement sur la côte ouest. Papa avait toujours été près de ses sous, pas radin mais pas loin. Et le coût exorbitant de cet aller-retour en disait long sur la nature de ses sentiments pour cet homme que j'appelais Oncle Butch depuis que j'étais gamin. Des sentiments indéfectibles, même si les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis 10 ans ou plus. On avait demandé à mon père de prendre la parole lors des obsèques. Je ne pensais pas qu'il accepterait. Son rejet des projecteurs ne se limitait pas aux interviews. Et j'avais tort. Il n'était pas monté sur l'estrade, toutefois, se contentant de se lever en prenant appui sur sa canne. Il avait toujours été un bon orateur, et l'âge n'y avait rien changé. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.